Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce webinaire de l'inclusion organisé par À compétences égales. Donc, je suis Charlotte, chargée de mission au sein de l'association et doctorante en sociologie à Sciences Po Paris. Et je vais co-animer ce webinaire avec ma collègue Isabelle, qui est également chargée de mission au sein de l'association et elle, doctorante en sciences de l'éducation et de la formation à l'université Rennes 2. Donc, pour celles et ceux, au cas où, qui ne connaîtraient pas encore l'association, même si je sais qu'on a des participants très réguliers et régulières à ce webinaire, à compétences égales œuvre au quotidien pour promouvoir l'égalité et la diversité dans l'accès à l'emploi, ainsi que tout au long des parcours professionnels. Et les webis de l'inclusion sont des événements ouverts à toutes et tous, professionnels du recrutement, candidats et candidates à l'emploi, étudiants et étudiantes, journalistes ou encore chercheurs. L'objectif est de faire dialoguer experts, chercheurs et membres de l'association afin de mettre en lumière nos engagements en faveur de l'inclusion et de la lutte contre les discriminations dans le monde du travail. Donc vous pouvez le voir à l'écran, d'autres webinaires sont déjà programmés jusqu'à la fin de l'année, et puis on en aura d'autres pour 2027, donc vous avez le programme, et nous pourrons évidemment vous transmettre les liens de connexion si les sujets vous intéressent, par mail évidemment. Donc, celui d'aujourd'hui accueille Agathe Hamel et est intitulé, comme vous le savez, Offensive anti-genre, l'égalité et la diversité au travail sont-elles en danger? D'autres thématiques seront abordées, comme vous pouvez voir, notamment en septembre, les discriminations liées à l'origine sociale. Donc, concernant le déroulé de cette session, Isabelle et moi, nous commencerons par un échange avec notre invité, donc sous forme de questions-réponses. Vous pouvez réagir tout au long de la discussion et je vous y invite en posant vos questions par écrit dans le chat. Donc, au début, les micros ne seront pas actifs, mais ensuite, il y aura un temps d'échange à l'oral qui vous sera proposé pour que vous puissiez poser vos questions directement à l'intervenante. Donc, je voulais également préciser que ce webinaire est enregistré et sera diffusé sur notre chaîne YouTube. Et je l'ai dit juste auparavant, mais comme j'entends qu'il y a des personnes qui se connectent maintenant, il est enregistré, mais pas d'inquiétude, vos noms n'apparaissent pas à l'écran lors de l'enregistrement afin de garantir votre anonymat. Donc, je vais présenter maintenant notre invité avant d'ouvrir la discussion. Donc, nous recevons et nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Agathe Hamel, rapporteure de la résolution du CESE Consolider et organiser la défense de nos principes démocratiques face aux stratégies anti-genre. Donc, vous voyez la première page de cette résolution qui apparaît à l'écran. Agathe Hamel est ex-présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité donc du CESE, du Conseil économique, social et environnemental, et elle est actuellement directrice du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles dans le 63 à Clermont-Ferrand. Arrêtez-moi si je me trompe. Donc je vais commencer. Tout d'abord, je vous remercie à nouveau infiniment Agathe pour avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Et je commence tout de suite avec notre première question. Pouvez-vous définir le ou les mouvements dits anti-genre? En quoi se différencient-ils ou non des mouvements dits antiféministes ou masculinistes? Ça tombe bien, j'ai un avion de chasse qui passe au-dessus de ma tête quand je commence à prendre la parole. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation, cette intervention. Ça m'a demandé aussi un peu de travail, donc je vous remercie voilà, de remettre aussi en perspective avec le monde du travail. Peut-être avant de répondre à la question sur les mouvements anti-genre, vous parler un peu de pourquoi on a fait cette résolution, parce que ça la place aussi dans un contexte. En fait, je ne vais pas vous représenter dans les grandes lignes le CESE, mais le CESE, il est composé de ce qu'on appelle la société civile agissante. Donc, il y a tout un tas de représentants et représentantes de la société civile qui ont, dans leurs différents corps de métier ou d'engagement, remarqué une avancée, une prépondérance d'un certain nombre de discours qui agissaient au quotidien dans voilà, leur lieu, que ce soit sur les lieux de travail ou sur les lieux d'engagement. On est aussi une institution qui a pour objectif de regarder les évolutions sociétales, y participer bien évidemment, et puis avoir une certaine comment dire, capacité d'alerte lorsque à nos différents niveaux, on voit apparaître des problématiques qui nous semblent ne pas aller vers le sens du progrès et notamment du progrès sur les enjeux liés aux droits humains, bien évidemment. Et donc, cette résolution, elle est arrivée en fin de mandature, parce que vous l'avez dit, moi, je ne suis plus présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité, parce que le CESE s'est renouvelé. Donc, il y a une nouvelle présidente de la DDFE, et il y a d'ailleurs une nouvelle présidente du CESE, qui s'appelle Claire Toury.
Et donc, l'idée, c'était de dire, entre le début du mandat en 2021 et la fin du mandat en 2026, il y a des choses qui se sont passées, des choses extrêmement inquiétantes dans le monde, mais aussi en France. Et donc, à la délégation aux droits des femmes et à l'égalité, on a voulu avoir une stratégie d'alerte de notre prisme, parce que bien évidemment, il y en a plein d'autres, hein, sur la question des mouvements anti-genre. Et donc, on a voulu, entre guillemets, participer à une sensibilisation de la société dans son ensemble, mais aussi des organisations qui font partie du CESE, sur les évolutions qu'on a pu constater sur les mouvements anti-genre, qui, du coup, je les définis maintenant, qui sont un ensemble d'acteurs assez hétérogènes, de réseaux, d'organisations, qui s'opposent aux politiques publiques, qui sont liées bien évidemment aux évolutions sociales liées au genre, à l'égalité entre les femmes et les hommes, mais également aux droits des personnes LGBT, avec aussi comment dire, des interventions assez actives sur l'EVARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et donc, ce qu'on a voulu montrer dans cette résolution, qui n'est pas un avis, parce que ces yeux, on a différents textes, hein, c'est comme dans les autres assemblées constitutionnelles. Les résolutions, elles sont là pour porter un message collectif. Puisque cette résolution a été quand même votée à une grande majorité. On pourra en reparler aussi, si vous voulez, comment dire, des questions que ça a pu amener dans l'institution, parce que c'est aussi intéressant. Euh, cette résolution, donc, elle a un caractère d'alerte. Et moi, je ne suis pas une experte des mouvements anti-genre. C'est aussi un des principes du CESE, c'est-à-dire que vous n'avez pas en face de vous quelqu'un qui a fait 10 ans de recherche sur les mouvements anti-genre. Par contre, on a auditionné un certain nombre de chercheurs et de chercheuses, que je vais aussi citer si vous voulez aller creuser les sujets, et qui ont fait des travaux sur lesquels on a pu se baser, avec bien évidemment notre savoir expérientiel en tant que conseiller et conseillère du CESE. Et donc les mouvements anti-genre qui s'opposent aux évolutions sociales liées au genre, ils étaient à une certaine époque assez minoritaires. C'est-à-dire qu'on a vu voilà, des grandes avancées sociales en termes d'égalité entre les femmes et les hommes. Et là, on assiste à ce qu'on appelle un backlash, que vous avez déjà peut-être pu en parler lors d'autres webinaires, avec une capacité de ces acteurs à organiser des coalitions. Et c'est ça qui est assez nouveau, c'est que ce ne sont plus des courants d'opinion isolés, avec des stratégies d'intervention, on va dire, par pays, etc. Mais on voit vraiment naître une forme de toile, avec bien évidemment des cultures et des histoires différentes, mais qui arrivent à se regrouper et à se coordonner pour empêcher un certain nombre d'avancées liées à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc ces mouvements anti-genre, ils contestent d'abord les études de genre. Je pense que c'est important de le dire, puisque on peut beaucoup entendre, notamment voilà, dans un certain nombre de médias, cet enjeu lié à la théorie du genre. Donc, la théorie du genre n'existe pas. Ce que veulent dire les détracteurs des études de genre, c'est qu'il n'y aurait qu'une seule doctrine quand on parle de genre. Alors que les études de genre sont extrêmement diversifiées, que ce soit d'un point de vue, on va dire, sur la sociologie, la philosophie, l'ethnologie, enfin voilà. Donc il y a une critique des études de genre, il y a une critique des politiques d'égalité entre les femmes et les hommes, aussi de la reconnaissance des discriminations systémiques, et je pense qu'on y reviendra parce que dans le monde du travail, quand on veut agir aussi sur les enjeux de prévention, c'est assez intéressant. Et puis une remise en question des politiques de diversité et d'inclusion qui ont vocation à agir aussi bien évidemment sur le monde du travail. Voilà globalement, je peux vous donner, peut-être je vous donnerai ensuite comment dire, sur la catégorisation des acteurs. J'ai vu que vous alliez recevoir bientôt potentiellement une personne pour parler des masculinismes. Je ne sais pas si vous avez déjà identifié la personne. Oui, Oui, ok. Isabelle, est-ce que tu peux nous redire les trois participants? Ah mince, il y a eu un petit bug. Alors.
Moi, je les ai, mais donc parce que c'est Isabelle qui est plutôt spécialiste, je crois. Alors, je ne veux pas vous dire de bêtises, je vais vous les donner En tout de tout cas, c'est suite. intéressant que vous ayez Oui, un webinaire sur la théorie, oui. un webinaire sur les mouvements anti-genre et un webinaire sur les masculinismes parce que, et effectivement, c'est pas forcément facile de prime abord, les mouvements anti-genre, ils sont un des pans traditionnels des masculinismes. C'est-à-dire que les masculinismes sont très diversifiés avec, on va dire, ils partagent une idéologie commune qui est celle de du suprémacisme masculin, mais ils ont plein de réalités différentes. Les mouvements anti-genre, ils ciblent précisément une idéologie supposée, qui est celle de la théorie du genre, Mhm. ils se différencient de ça, des masculinismes. Nous, on a auditionné une chercheuse très pertinente sur ce sujet qui s'appelle Stéphanie Lamy, Mhm. voilà, que je vous conseille, qui a écrit Ouais. un livre d'ailleurs très accessible sur les mouvements masculinistes qu'il ne faut pas non plus réduire aux incels. Enfin voilà, C'est ça, c'est pas facile de exactement. naviguer, mais Ouais. effectivement, les mouvements masculinistes, c'est quelque chose de vraiment très large. Euh, voilà globalement sur les mouvements anti-genre. Super. Et j'ai retrouvé les noms des intervenants, intervenantes. Donc, on a Laura Verker, Oui, qui vient de sortir un ouvrage. Donc, elle va intervenir avec sa co-autrice. Son livre, c'est En finir avec l'homme nouveau, critique des masculinités modernes, mais enfin, elle explique hein, que ça s'éloigne un peu de la question du masculinisme, oui, mais justement, elle parle aussi des masculinités hégémoniques, etc. Mais c'est pour avoir vraiment quelque chose de global. Et sinon, on aura aussi le chercheur Francis Dupuy-Derry, oui, qui est qui très est très bien. québécois. Ouais, Québécois, voilà. ouais. Donc, ce sont. Qui est Et voilà, un des premiers à avoir écrit et fait des recherches sur ce sujet. Oui, donc voilà, on va vraiment englober le sujet effectivement avec ces intervenants, intervenantes. Et grâce à vous également, justement, de comprendre un peu les différences entre Oui, les mouvements anti-genre. Donc c'est intéressant. Donc focus plutôt sur la théorie du genre pour ces mouvements. tout à Euh, fait, et ils sont reliés entre eux. C'est-à-dire que, oui, il n'y a pas d'organisation centralisée, donc il n'y a pas, je sais pas, un grand méchant qui dirait il faut faire ci, il faut faire ça, hein, bien oui, évidemment. oui, oui. C'est un écosystème de réseaux. Vous avez des associations, des think tanks, des groupes politiques, C'est on ça. pourra peut-être en reparler, des influenceurs numériques, bien évidemment, des médias alternatifs ou non, hein, qui relaient la propagande anti-genre ou qui ou qui la participent à écrire des articles, et des réseaux internationaux. Et donc, ils utilisent vraiment une stratégie de circulation des idées Mm, entre les différents espaces. Donc, c'est-à-dire les espaces politiques, les espaces médiatiques, les espaces universitaires, économiques et numériques. Et c'est mm. ça qui est assez bien expliqué dans la résolution, c'est comment est-ce que il y a une volonté d'aller voilà, s'étendre dans ces différents espaces pour pouvoir diffuser leur idéologie. Mm. Ben, c'était ma deuxième question, justement, comment il a organisé ce mouvement? Alors là, vous l'avez un petit peu dit, justement, et qu'ils utilisent finalement plusieurs canaux comme ça. Alors, comment, est-ce qu'il y a peut-être, il y a quelque chose qui vous a frappé sur l'organisation en France? Parce que là, peut-être que ça peut intéresser nos intervenants, intervenantes, si vous avez des choses à nous dire, voilà, qui pourraient nous interpeller là-dessus. Alors, pour comprendre comment ils s'organisent, il faut déjà comprendre qui les finance, comment ils se Ouais, financent et du coup exactement. quel type d'action ils peuvent mettre en place. Donc, dans la résolution du CESE, on explique que les moyens financiers, ils ont quadruplé en 5 ans. Donc, ce qui est également extrêmement préoccupant. On se base sur un travail du Forum parlementaire pour les droits sexuels et reproductifs qui est basé à Bruxelles. C'est une résolution qui est sur l'Europe, hein, donc on pourra aussi peut-être en Oui, reparler, mais on est vraiment basé sur le sol européen. Et donc, ils sont financés par des fondations privées. Donc en France, vous avez la Fondation Jérôme Lejeune, la Fondation Stella Domini, dont on reparlera peut-être parce que elle est, bon voilà, c'est aussi une fondation issue du monde de l'entreprise et d'un grand groupe RH. Vous avez la Fondation du Bien commun,
Voilà, un certain nombre de fondations françaises qui jouent un rôle assez important, notamment la Fondation Jérôme Lejeune. Je pense que c'est important de la citer puisque c'est pas juste une fondation qui va financer des projets, elle a aussi un rôle de coordination d'un certain nombre de sommets, de rencontres. Voilà, donc elle joue vraiment un rôle en Europe pour connecter les différents acteurs. Et donc organiser voilà, des rencontres. Mhm. Il y a également des financements privés avec voilà, des personnes qui peuvent être millionnaires, milliardaires et qui vont abonder un certain nombre d'associations, de structures, de projets qui appartiennent au mouvement anti-genre. Il y a aussi des organisations confessionnelles. Je pense que ça, Mhm. c'est important de le noter parce que il faut pas, comment dire, il faut être précis, il faut pas s'en cacher. Ça a été une question sur cette résolution. Il y a des financements qui sont d'origine confessionnelle. Ça ne veut pas dire que l'intégralité des évangélistes américains appartiennent au mouvement anti-genre. Par Bien sûr. contre, Mhm. effectivement, il y a l'oligarchie orthodoxe russe, le philanthropisme chrétien européen et le protestantisme évangélique américain qui sont des mannes de financement extrêmement importantes des mouvements anti-genre. Donc si on veut lutter contre, il faut aussi qu'on identifie d'où provient l'argent. Mhm. Et puis il y a des structures de lobbying qui agissent au niveau international. C'est difficile à cartographier parce que on se base pour pouvoir analyser voilà, les différents financements. C'est des travaux qui mettent 5 6 ans hein, avant de pouvoir sortir. Et on se base sur la transparence européenne en termes de financement de structures privées. Et donc, on se base sur le déclaratif. On ne peut pas faire autre chose que ça aujourd'hui, puisque pour enquêter, il faudrait avoir beaucoup plus de financement. Donc, on suppose qu'il y en a potentiellement davantage. Et donc savoir qu'est-ce qu'ils financent. Ils financent la production de contenu avec à forte valeur idéologique sur la défense de la famille dans une vision traditionnelle pour être, j'utilise ce mot pour être soft, de la famille pour lutter contre les droits sexuels et reproductifs, avec une volonté d'irriguer, on va dire, les différents espaces, que ce soit l'espace médiatique, mais également l'espace numérique. Ils financent des grandes campagnes de communication. Pour vous donner un exemple, c'est eux qui avaient financé la campagne contre l'entrée de l'IVG dans la Constitution. Il y avait une campagne d'autocollants sur les Vélib de Paris qui avait coûté plus de 100 000 euros, où ils avaient affiché des fœtus qui disaient Sauve-moi sur les Vélib. Bon, bah ça, typiquement, c'est une intervention qui a été financée par le mouvement anti-genre. Il y a beaucoup de recours juridiques. Ça, c'est une de leurs stratégies. Nous, au CESE, on a été à plusieurs reprises attaqués. Le Conseil d'État, à chaque fois, nous a donné raison. Mais en tout cas, il y a vraiment une veille permanente sur leur sujet. Et Mhm. donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort sur leur sujet, il y a un recours juridique qui est fait avec des organisations qui sont spécialisées sur les enjeux juridiques. Ils financent aussi des formations ou des interventions. Et donc ça, c'est, je pense, un des enjeux pour le monde du travail, parce que c'est Mhm. pas forcément visible de prime abord, mais aussi pour, bien évidemment, l'éducation nationale, ou en tout cas les espaces éducatifs, puisque on se rend compte que dans les projets qui sont financés, avant, ils étaient plutôt en réaction, c'est-à-dire que quand il y a eu la loi sur le mariage pour tous, il y a eu des manifestations. Quand il y a eu la loi sur les VARS, donc l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, il y a eu des manifestations. Donc c'est pas rien, hein, des manifestations, mais c'était leur méthodologie d'intervention. Aujourd'hui, il y a aussi toute une stratégie de développement de services alternatifs. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de lutter activement contre la mise en place de l'EVARS, ils vont créer des structures ou soutenir des structures qui ont vocation
à proposer des interventions en milieu scolaire qui ne respectent pas le programme tel que défini par le Conseil supérieur des programmes, mais c'est pas forcément visible parce que sur le programme qui est donné aux établissements scolaires, il y a la vie amoureuse, la vie affective, etc. Mais on parle jamais de sexualité. Enfin voilà, on pourra peut-être en reparler, mais il y a vraiment une volonté de créer des programmes alternatifs, et je pense que ça, c'est beaucoup plus difficile voilà, à outrepasser. Euh, et parfois, malheureusement, c'est aussi fait de connivence avec les établissements qui les font intervenir. Donc là, ça devient d'autant plus complexe. Voilà, et puis il y a des stratégies numériques d'influence aussi, et c'est là où ça rejoindra de manière plus large les contenus masculinistes, avec une volonté d'irriguer les réseaux sociaux, notamment, leur idéologie. Ah Voilà. oui. Pe- Peut-être juste finir en disant que l'objectif, c'est pas seulement de convaincre un public qui serait anti-genre ou militant sur ces projets, sur ces sujets, c'est aussi de déplacer progressivement les normes du débat public. Et on le voit très bien sur un certain nombre de médias, qui sont cités d'ailleurs dans cette résolution. Le débat public, progressivement, parle des sujets qui sont mis au goût du jour par notamment les mouvements anti-genre. Bah, c'est extrêmement intéressant. Alors, pour revenir sur la question des financements, donc on le prend de votre rapport et vous m'arrêtez si je me trompe, hein, mais les mouvements anti-genre, ils ont mobilisé plus d'1 milliard de dollars en Europe en 5 ans. Et donc, c'est intéressant. Donc, vous avez parlé d'où proviennent les financements, donc notamment, entre autres, de financements privés ou de milliardaires, etc. Et donc, en fait, il y a des financements français, hein, de ces fondations privées, mais aussi il y a des financements étrangers qui financent la France. Oui. Est-ce que vous voulez en dire plus un petit peu là-dessus? Enfin, à nouveau sur distinguer les... Enfin, les deux ont les mêmes objectifs finalement. Alors, quel est le but pour ces financements étrangers de financer la France? Enfin, ils financent aussi leur pays. C'est une volonté expansionniste d'aider finalement les financeurs français. Enfin, voilà, si vous pouvez clarifier ça. Il faudrait leur poser la question. Oui, oui. Nous, on peut que faire des suppositions, mais oui, bien évidemment, il y a des. En fait, si vous voulez, il y a une circulation des élites. Et donc, notamment le mouvement MAGA, voilà, aux États-Unis, a une école de formation qui accueille un certain nombre de personnalités européennes qui ensuite reviennent en Europe, donc partent en fait faire une summer school, hein, reviennent en Europe et montent les mêmes stratégies que celles du mouvement MAGA notamment, mais pas que, qui ont très bien fonctionné pour les États-Unis, même si la France n'est pas les États-Unis, hein. Il y a quand même tout un... Enfin, je veux dire, on n'est pas dans dans les mêmes institutions, dans le même fonctionnement, il n'y a pas le même socle de droit, etc. Mais il s'inspire quand même d'un certain nombre de fonctionnements qui agissent à l'étranger. Et il y a des capitaux effectivement américains, mais aussi énormément de capitaux russes qui arrivent sur le sol français avec en fait la volonté de créer en Europe une coalition d'acteurs parce que l'Europe, elle a quand même un rôle politique important, et notamment au niveau des institutions européennes. Il faut savoir que jusqu'à très récemment, la Hongrie était un peu le pays fer de lance ces sujets anti-genre. Bon, là, je ne sais pas comment ça va se redéfinir avec l'échec de Viktor Orban, mais au niveau européen, très clairement, le premier pays qui recevait le plus de financement était la Hongrie. Et effectivement, le deuxième était la France. Donc ça c'est bon. Enfin, vous avez des explications un peu sur pourquoi on est deuxième? Enfin voilà, je sais pas si c'est dur de Mm. savoir. Ben, c'est notamment parce qu'il y a des structures et des fondations que j'ai citées Les fondations, plus oui. tôt qui ont une histoire importante et qui très tôt en fait se sont mises dans les réseaux. La France est aussi un pays qui voilà, a quand même toujours porté une attention à la diplomatie et à la politique étrangère. Donc il y a une volonté d'être aussi, pas expansionniste, mais en tout cas influencé à l'extérieur du pays. Et donc ça peut être d'une manière progressiste ou non. Bah oui, 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 tout à Voilà. fait.
Mais Mhm. bon, c'est une analyse très personnelle Oui, par oui. rapport à la place de la France. Mhm. Je pense qu'il y a aussi, bien évidemment, une histoire des différentes structures qui fait qu'on a été opérationnel plus vite. Et la France est quand même très regardée aussi hein, en termes de, voilà, de droits humains. Mhm. Ok, bon ben merci beaucoup. Et donc on a des questions dans le chat, mais qu'on prendra à la fin, hein. Je l'ai bien vu et ça va être intéressant, effectivement. Donc on a parlé de ce qui finance, des types d'actions, on pourra y revenir hein, si effectivement vous avez des questions. Alors voilà, moi ce qui nous intéressait en particulier pour le monde de l'entreprise, c'est ce que finalement, hein, vous l'avez un petit peu évoqué, hein, mais est-ce qu'on observe une pénétration de ces discours ou de ces réseaux d'influence dans le monde économique, donc dans les réseaux d'affaires? Les lobbies, organismes de formation, bah, vous l'avez dit, les cabinets de conseil, mais aussi les espaces patronaux et managériaux. Alors, c'est pas une résolution qui est axée spécifiquement sur le monde du travail, donc Oui. je vous prie de pardonner mes imprécisions parce que moi je peux que vous partager ce qu'on a pu entendre parce qu'on a rencontré voilà la Confédération européenne des syndicats, les organisations syndicales sont extrêmement présentes au CESE et étaient beaucoup mobilisées sur cette résolution. On a aussi tous les acteurs du monde économique. Des entrepreneurs et comment dire, des chefs d'entreprise. Donc voilà, on s'est basé aussi là-dessus, mais il faudrait, je pense, étoffer encore plus voilà, la pénétration des discours anti-genre dans le monde économique. En tout cas, il y a une vigilance croissante concernant l'entrée de certains discours, Oui. je dirais anti-égalité femmes-hommes voilà, dans les espaces économiques. Je pense qu'il faut distinguer l'influence de certains réseaux et le rôle de certaines entreprises et les phénomènes un peu plus diffus qui, eux, sont pas que liés à la progression du mouvement anti-genre, mais plus globalement à une forme de backlash où il y a des discours de plus en plus hostiles à la diversité ou à l'égalité. Voilà, ce qu'on peut observer quand on fait nos interventions au CIDFF. Alors, je coupe les Euh, micros des mais vous intervenants. également, certainement. Donc voilà. Ce qu'on identifie, nous, comme risque, c'est la banalisation progressive de discours qui remettent en cause les politiques d'égalité, en disant c'est inégalitaire pour les hommes, par exemple, ça c'est des choses qu'on entend, en mettant en avant les principes de neutralité. Moi, mais ça c'est plus personnel et de par mon parcours d'engagement, il y a tout un enjeu autour de la méritocratie, voilà, qui peut être une façon déguisée de remettre en cause les politiques de diversité et d'inclusion. Et puis une critique supposée des excès de diversité ou de présomption d'incompétence parce que recrutés sur les politiques de diversité. Voilà ce que je peux dire déjà en premier abord sur le monde du travail. Euh, je pense quand même qu'il y a aussi toute une remise en question de la place et du rôle et de la légitimité des organisations syndicales. Et donc, c'est plutôt la deuxième partie de cette résolution. Ce qu'on a essayé de montrer, c'est que les mouvements anti-genre, ils défendent une vision viriliste du pouvoir. Il y a des très bons articles, notamment de Marie-Cécile Nave, sur ce sujet. Et donc, une volonté de ne pas répartir le pouvoir entre différents acteurs, avec une remise en question de la place des corps intermédiaires. Et donc, dans le monde de l'entreprise, les organisations syndicales font partie de celles et ceux qui participent à défendre le droit des salariés. Et donc, nous, on fait quand même un lien entre la montée en puissance des discours virilistes, anti-genre sur le pouvoir, voilà, et progressivement la remise en question de la place et du rôle des corps intermédiaires. Mhm. Voilà, peut-être sur les effets sur le monde du travail Mhm. des conséquences que ça peut avoir, parce qu'on s'en rend pas forcément compte. On a l'impression que c'est juste des enjeux, entre guillemets. Enfin, je sais que je suis face à un public averti, mais
On peut avoir l'impression que c'est des enjeux politiques, voilà, en termes de, je sais pas, juste d'égalité salariale, mais en Mhm. fait, il peut y avoir des conséquences extrêmement néfastes pour les salariés et pour les entreprises. D'abord les conditions de travail, bien évidemment, puisque quand vous agissez plus sur les politiques d'égalité et d'inclusion, eh bien, on voit ce que ça a donné avant de mettre en place la législation qui existe aujourd'hui. Et ça continue d'ailleurs, on continue d'avoir des grandes différences entre les temps partiels, les mesures d'égalité entre les femmes et les hommes, le salaire, etc. Enfin, je refais pas tout parce que je sais que vous en avez déjà pas mal parlé, mais il y a un enjeu sur les conditions de travail, bien évidemment. Il y a aussi un enjeu sur le climat du travail. Et ça, je pense que c'est important de le notifier parce que c'est pas que par rapport aux femmes ou par rapport aux personnes Mhm. LGBT. Il y a vraiment un enjeu à ce que il n'y ait pas dans l'entreprise une conception descendante, écrasante, normative des interactions entre les salariés. Et donc, le mouvement anti-genre, de par sa vision hiérarchisée des individus, influe sur Mhm. potentiellement aussi le climat de travail. Euh, il y a aussi bien évidemment tout ce qui est recrutement. Enfin, si on n'agit pas euh, sur la manière dont on perçoit les différentes personnes et sur comment dire, le fait que les discours influent sur nos représentations et si on ne questionne pas nos représentations, bien évidemment qu'on va avoir des biais sur les politiques notre manière de recruter. Mais bon, on pourra y revenir un peu tout à l'heure, mais il y a quand même un certain nombre de conséquences qui peuvent arriver dans le monde de l'entreprise. Ouais, oui, c'est extrêmement intéressant. Et bon, enfin, c'est une question en plus qui m'est venue là en vous écoutant. En fait, est-ce qu'on peut dire quand même qu'il y a un peu une sorte de collusion, en tout cas que les personnes qui financent, qui soutiennent ces mouvements anti-genre, elles ont aussi des vues anti-immigration. Enfin, j'imagine qu'il y a une sorte, j'ai l'impression en tout cas que ce sont un peu les mêmes personnes enfin, quand on pense à Viktor Orban, etc. Mais donc du coup, ce soit des grandes fondations, parfois de certaines élites du coup, qui vont aussi cibler les personnes issues de l'immigration ou des minorités religieuses également, ou non. Bah en fait, étant donné qu'il y a un certain nombre d'organisations confessionnelles qui participent aussi à financer Mm. le mouvement anti-genre, on est plutôt sur une vision Mm. chrétienne, Ouais, occidentale, c'est ça. traditionnaliste de la famille, donc blanche. Mm, mm, Donc bien évidemment qu'il y a des biais aussi racistes. mhm. On l'explique hein, sur voilà, ces collisions un peu dans la résolution, même si c'est pas de prime abord dit tel quel, bien évidemment. Oui. Mais il y a quand même une attente sur à quel type de société on veut participer en tant qu'entreprise. Mm, mm, Et donc il y a des personnes qui ne correspondent pas aux normes recherchées. Je pense que c'est important aussi de noter l'influence que ça peut avoir sur les managers notamment, parce que quand on est sur une vision du leadership qui est autoritaire, viriliste, on a aussi voilà, une notion de disponibilité qui doit être totale, la bien sûr. question de la responsabilité de l'entreprise. Sur aussi l'engagement familial par ailleurs à côté. Et puis ça peut quand même amener à bien évidemment sous-évaluer certaines candidatures et privilégier voilà, des profils qui sont plutôt similaires à la vision à la société qu'on défend. Mais bon, ça Mm. c'est la sociologie de base, mais bon, voilà, c'est quand même important de le redire. Bah Et oui, bien d'ailleurs, sûr. ralentir aussi, mais ça a été assez visible, notamment grâce à certains grands groupes qui ont fait des études là-dessus parce qu'ils en avaient aussi la capacité financière, ça peut faire ralentir la progression économique et professionnelle de certains groupes. Enfin, je veux dire, il y a Mm, aussi c'est un vrai. enjeu économique Mhm. derrière ça.
Oui, oui, très bien. Donc, on a vu un petit peu comment ça pouvait affecter le monde du travail, hein, du côté salarié et entreprise. Et on a vu aussi, bah, vous le notez hein, dans votre résolution, donc ces mouvements anti-genre, ils cherchent à réimposer, hein, vous l'avez dit, cette vision traditionnelle et hiérarchisée des rôles sociaux. Et donc, que cette offensive culturelle, hein, entre guillemets, peut infuser bah, les représentations des managers, on l'a vu, des recruteurs ou décideurs RH, hein, au moment d'évaluer les candidatures, les trajectoires professionnelles. Est-ce qu'on peut, bah, dans la continuité, bon, si vous avez si vous voulez dire quelque chose là-dessus, on peut craindre en fait un retour en force de stéréotypes de genre, peut-être dans certains métiers plutôt que d'autres ou d'autres des secteurs, hein, surtout l'idée que les postes techniques de direction ou d'autorité seraient naturellement plus masculins. Est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir un effet là-dessus également, quoi? Oui, bien sûr. En fait, on est déjà en train d'essayer de se sortir de ça, hein, parce qu'on n'est pas du Oui, tout aujourd'hui c'est ça. sur un monde du travail qui est égalitaire. Donc bien évidemment, hein, ça peut aussi amener du débat sur les enjeux de parité, sur les quotas, sur le RSE, sur le recrutement inclusif. Enfin, dans cette vision traditionnaliste des mouvements anti-genre, la femme est dotée d'un certain nombre de qualités innées qui l'amènent vers des métiers dits plutôt naturels pour elle. Donc bien évidemment que, il y a une réorganisation et des rôles sociaux en fonction du sexe qui agit sur l'orientation. Et puis ensuite sur les métiers qui vont être occupés par les hommes et les femmes. Oui, bien sûr. Oui. Et la Je... valorisation des métiers et la prépondérance féminine. Mais celle-là, on n'en est quand même pas encore sorti. Oui. Il y aura, il y a, enfin, on a hérité d'un système qui dévalorise ces métiers-là. Donc il y a un enjeu à les revaloriser. C'est pas vraiment ce qui est défendu par les mouvements anti-genre, même si la maternité, par ailleurs, est extrêmement valorisée. Oui, oui, c'est ça, ça serait intéressant de voir. Pourtant, à la fois, il y a des discriminations pour les femmes et d'ailleurs les hommes aussi, hein, qui signalent, là, on l'a vu, il y a des testings, Oui. on avait invité notre précédente intervenante, était une économiste, Laetitia Schall, qui montrait qu'en fait, annoncer sa paternité ou sa maternité avait un effet très défavorable. Donc, c'est et à la fois, effectivement, comme vous le dites, ces mouvements-là insistent pour l'extrême disponibilité. Et à la fois, bon, voilà, donc c'est intéressant un petit peu cette contradiction. Mais effectivement, ça peut entraîner des discriminations en fait liées pour les femmes à la grossesse en disant bah, de toute façon, ces femmes-là ne devraient pas revenir au travail ou peut-être quelque chose comme ça, enfin des choses un petit peu. Oui, et la place des pères Et les pères ne qui... devraient pas être, Voilà. oui, oui, ouais, qui ne devraient pas être présents alors que là, il y a une volonté d'engagement, mais oui, oui, c'est très intéressant. Donc, Mm. effectivement, il peut y avoir ce backlash-là. Et c'est ça que je voulais vous poser aussi comme question. Alors, je crois que ma collègue Isabelle est revenue. Isabelle, on ne te voit pas, mais peut-être que tu pourras prendre le cinquième point si ça marche de ton côté. La dernière question sur les effets sur le monde du travail qu'on avait, et ben justement, est-ce que vous avez déjà observé, alors même si ce n'est pas spécifique sur le monde du travail, mais quand même, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir cet effet backlash dans les entreprises, donc à partir de tous ces discours-là, sur un désengagement ou une frilosité vis-à-vis des politiques diversité et inclusion? Est-ce que vous avez déjà pu observer ça? Est-ce que c'est quelque chose dont les chercheuses que vous avez interrogées vous ont parlé, ou c'est compliqué à dire pour l'instant qu'il y aurait vraiment cet effet des mouvements anti-genre sur du coup, une frilosité ensuite sur l'investissement dans les politiques diversité et inclusion? Alors c'est difficile de ne pas répondre de manière assez catégorique parce que les entreprises sont, enfin le monde du travail est tellement diversifié Oui, que il y a tout un tas de réalités. Euh, ce que nous on a observé au CESE, c'est que il y a des acteurs économiques qui se satisfont très bien de discours et potentiellement de politiques qui font fi de l'état de droit. Voilà, je vais le dire comme ça. Bien évidemment que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Mais on observe quand même également au Conseil économique, social et environnemental des organisations d'entreprises qui ne sont pas très intéressées, voire sont plutôt réticentes lorsqu'il s'agit de défendre l'état de droit, les droits sexuels et reproductifs, et un certain nombre, voilà, un certain nombre
d'organisation sociétale qu'on a mis en place dans le droit français. Donc ça, oui, je pense que c'est extrêmement dangereux et qu'il y a des prises de position de certains groupes qui sont très critiquables. Mais bien évidemment, ça ne représente pas l'intégralité voilà, des acteurs qui agissent dans le monde du travail. Mais oui, le discours des mouvements anti-genre nourrit et influe le monde du travail de la même manière que un certain nombre de dirigeants de grands groupes euh, appartiennent à ce mouvement et organisent la diffusion des idées auprès des autres. Donc il y a quand même effectivement une alerte là qui est faite, notamment dans cette résolution, pour traduire un peu la défense de nos pratiques démocratiques aussi dans le monde du travail et que ça ne soit pas fait que par les acteurs syndicaux. Bien sûr. Merci beaucoup. On va passer justement à la partie plutôt sur la question du numérique. Isabelle, est-ce que tu veux prendre la main sur la cinquième partie de nos Oui, je questions? veux bien. Je m'excuse Super. pour le fait que je n'ai pas de caméra, mais je me suis retrouvée bloquée tout à l'heure. Donc, mais par Pas contre, de souci. je vous entends très bien. Donc, oui, on va on s'est questionné aussi en fait sur la diffusion en fait de cette idéologie, puisque en France, hein, en particulier, on reconnaît l'idéologie masculiniste comme une menace pour la sécurité intérieure, au même titre parfois que la menace terroriste. Et dans la résolution, hein, dans d'autres lieux, vous alertiez sur le rôle des plateformes numériques comme vecteur de propagation de ces idéologies anti-genre et masculinistes. Et ces mouvements utilisent massivement les plateformes numériques pour normaliser leur discours. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le rôle qu'entretiennent les plateformes numériques dans la diffusion de ces idéologies? Vous avez déjà dit pas mal de choses, hein. Effectivement, elle joue un rôle prépondérant sur la diffusion de ces idéologies. D'abord parce qu'elles permettent de constituer des communautés. Et comme je l'ai dit au départ, la coalition des acteurs amène à avoir une multiplication du discours qui devient similaire d'un acteur à un autre, d'un pays à un autre. Et ça se voit pas mal au niveau des instances internationales, ça. C'est-à-dire que on va avoir une harmonisation des revendications pour les faire rentrer dans le débat public au niveau des différents médias dans les différents pays. Donc il y a la constitution des communautés, il y a la question de la diffusion massive à bas coût, c'est-à-dire que les plateformes numériques, elles ont la capacité de démultiplier du contenu. Aujourd'hui, la manière dont l'économie fonctionne sur la diffusion des contenus fait qu'il y a une valorisation des contenus à haut taux d'engagement que sont les contenus notamment masculinistes. Donc il y a des chercheuses qui parlent très bien de ça, hein, il y a notamment une journaliste, Pauline Ferrari, que je vous invite à lire, qui parle de ça. Il y a vraiment une recommandation algorithmique de contenu sur les discours masculinistes et les discours anti-genre, qui est assez étonnante. Il y a notamment eu un article qui est paru sur le site de l'Humanité qui montre qu'il faut moins de 10 minutes à un jeune de 15 ans pour se voir proposer un contenu masculiniste avant même qu'il ait cliqué sur quoi que ce soit. Donc on voit bien là à quel point les plateformes ne sont pas neutres. Euh, et il y a aussi alors j'ai pas le terme en français, du shadow ban donc des associations féministes. Donc c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'associations féministes qui ont créé du contenu et qui se sont vues vraiment mettre de côté par les plateformes numériques. Il y a des pétitions qui sont sorties hein, sur Meta, sur TikTok, voilà, parce que elles étaient clairement victimes d'interventionnisme et elles n'arrivaient pas à promouvoir leur contenu qui était jugé comme politique
voire partisans. Bien évidemment qu'elles ont un contenu politique, hein, mais tout comme les mouvements anti-genre. Exactement. Et donc, il y a tout un enjeu aussi autour de la reconnaissance des organisations féministes quand elles postent du contenu, sans parler des influenceuses et du nombre restreint, mais quand même qui existe d'influenceurs qui parlent de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui se font bien évidemment attaquer et harceler en ligne, avec tout un système de gestion du harcèlement en ligne qui aujourd'hui n'est pas du tout à la hauteur de la violence qui existe aujourd'hui en ligne quand on défend du contenu sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà, moi ça c'est vraiment très personnel, j'ai pas lu d'études là-dessus par rapport à LinkedIn, parce que c'est Mm. quand même un réseau professionnel. Oui. Moi j'ai vu, alors il y a eu X qui a été fermé, enfin qui n'a pas été fermé, mais bon, la plupart des gens sont partis de X. Et donc LinkedIn a pris une place aussi importante dans les interactions. Et moi, je vois vraiment apparaître sur LinkedIn du débat extrêmement questionnant sur la parité, les quotas, la RSE, le recrutement, avec des campagnes de dénigrement, des commentaires racistes, sexistes, hostiles. Voilà, hein, il y a aussi un enjeu de régulation sur ce réseau professionnel avec une remise en cause quand même des organisations qui promeuvent des démarches égalitaires. Même si, bien évidemment, il y a aussi tout un réseau de professionnels engagés qui peuvent valoriser ces enjeux-là sur LinkedIn. Mais moi, j'ai vraiment après, bon, je travaille spécifiquement sur ce sujet, mais j'ai beaucoup plus de personnes aujourd'hui qui m'ajoutent, qui appartiennent à des algorithmes liés à l'extrême droite et au mouvement anti-genre. Et donc, je vois apparaître beaucoup plus de contenu, d'ailleurs, parfois vraiment complotiste. Enfin, voilà, c'est toute une. Les gens sont pas dans des petites cases, hein, ça circule. Mhm. Mais j'ai vu quand même mon LinkedIn se transformer progressivement ces dernières années. Mais bon, c'est une analyse très personnelle. Et, parce que LinkedIn a le même genre ou le manque de régulation comme les autres réseaux sociaux, en fait. Ben, en fait, la régulation, elle est extrêmement compliquée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver à mettre en place une régulation qui permet d'agir vite, que ce soit sur des commentaires hostiles ou des campagnes de dénigrement. Et en même temps, si le contenu est supprimé à partir du moment où il est dénoncé, les organisations féministes en sont aussi victimes. Donc Mhm. voilà, mais il y a des très bonnes recherches hein, qui existent sur le sujet. Il y a le DSA Act, mais qui existe au niveau européen, mais en réalité, les plateformes préfèrent payer des amendes extrêmement élevées plutôt que respecter le droit européen. Donc il y a vraiment un enjeu à faire en sorte que les plateformes respectent le droit européen, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'accord. Et vous soulignez dans la résolution aussi que justement, pour se protéger et pour répondre à ces mouvements, il y a plusieurs solutions possibles. Et la résolution souligne qu'il existe, qu'il faudrait mobiliser plusieurs contre-pouvoirs, comme le monde académique, les organisations de la société civile et les associations. Et comment est-ce que ces différents contre-pouvoirs peuvent lutter contre contre la diffusion de cette idéologie? Bien évidemment, le CESE, il parle de sa place, c'est-à-dire qu'on est une assemblée constitutionnelle à voix consultative qui a du mal à exister, parfois dans le débat public, qui a du mal à trouver une forme de reconnaissance aussi de ce qu'elle produit, que nous, on analyse. Alors, bien évidemment qu'il y a des choses à améliorer, mais on l'analyse aussi parce que on considère que les organisations de la société civile ne sont pas forcément respectées à la hauteur de la connaissance qu'elles produisent. Donc pour nous, Mhm. une des solutions à la riposte démocratique face aux stratégies anti-genre, c'est déjà de protéger les espaces de dialogue et de contre-pouvoir démocratique tels que le CESE, mais pas que. Donc, nous, ce qu'on défend, c'est d'avoir des espaces où on peut organiser le débat public autour de ces sujets sans qu'ils soient accaparés par les médias ou les réseaux sociaux. On a aussi beaucoup alerté sur la défense du monde académique, puisque sans connaissance fiable
on ne peut pas avoir un regard analytique du monde. Et donc, nous, on demande à ce qu'il y ait de la documentation sur les discriminations, à ce que les organisations de recherche soient mieux financées, notamment celles qui travaillent bien évidemment sur le genre, enfin, vous m'avez compris. Et puis, il y a toute une partie aussi sur la défense de la liberté associative et des organisations, notamment les organisations syndicales, qui sont quand même de plus en plus mises à mal, notamment en France, par un certain nombre de contrats d'engagement qui, à notre sens, peuvent être mobilisables par d'autres forces en présence si les majorités politiques venaient à évoluer. Mhm. Et justement, quand on vous parlait à des organisations syndicales, etc., au sein de l'entreprise, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire pour se protéger en fait de cette idéologie? Euh, Alors, il y a plein de choses qui peuvent être faites et je pense que c'est déjà ce que vous proposez. En fait, déjà, la première, moi, à mon sens, c'est les enjeux de discussion, de formation, d'information. C'est-à-dire que quand on est voilà, dans une entreprise, on a notre travail quotidien et on n'a pas forcément le temps d'aller chercher de l'information sur ce type de sujet. Donc pour moi, à partir du moment où on diffuse de l'information aux différents salariés, ça permet d'ores et déjà d'amener une première sensibilisation sur ces enjeux. Et puis ensuite, bah, potentiellement faire intervenir des organisations, pas sur les mouvements anti-genre de manière spécifique, mais plus sur les politiques d'égalité et de diversité, parce qu'en fait, l'idée, c'est pas de devenir expert des mouvements anti-genre pour ensuite pouvoir en parler, etc. L'idée, c'est d'assumer en tant qu'entreprise une position claire sur nos politiques de diversité et d'inclusion. Je pense qu'il est là l'enjeu. Et donc, ça veut dire mesurer les écarts professionnels, objectiver les décisions RH, former les managers, voilà, tout ce qui est proposé déjà sur les enjeux liés à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et anticiper tout ce qui pourrait amener à de la discrimination au sein du monde de l'entreprise. Et avoir des protocoles d'intervention si nécessaire. D'accord. Et Pardon. non, et peut-être assumer aussi une position progressiste en la matière. Je pense que ça permet d'avoir... déjà, c'est un vecteur d'engagement pour les salariés. Mm. Ça permet aussi d'amener la discussion. Voilà, on n'est pas toutes et tous... Moi, je suis dans une structure, une entreprise associative, entre guillemets, qui travaille sur les sujets d'égalité femmes-hommes. Donc, bien évidemment que je suis moins confrontée que d'autres à des publics qui seraient moins convaincus. Mais l'idée, c'est d'amener aussi des informations, du dialogue et de la sensibilisation sur ces enjeux-là. C'est pas de se dire que tout le monde doit devenir expert du jour au lendemain ou avoir une idée très arrêtée sur les enjeux. Mais nous, ce qu'on voit dans les interventions qu'on fait au Centre d'information des droits des femmes et des familles, c'est que là, on intervenait par exemple auprès d'une communauté de communes et des agents euh, de, de- du tram, des bus, etc., des transports. Bon, bah voilà, on n'arrive pas en disant la vérité, c'est ça. Par contre, on arrive en disant la loi, c'est ça. Voilà pourquoi elle existe. Voilà ce qu'elle a permis de faire progresser dans l'entreprise. Discutons-en. Et dans la résolution, vous appelez aussi à consolider les défenses démocratiques. Comment est-ce qu'on peut concrètement traduire cette recommandation dans le champ des ressources humaines? Et quels garde-fous on pourrait mettre en place, par exemple, pour protéger les processus de recrutement, qui seraient fondés sur des compétences et non sur les stéréotypes? Bah, en les objectivant au maximum, en les travaillant avec des personnes qui ont une compétence spécifique sur l'égalité entre les femmes et les hommes, et pas que, parce que bien évidemment, là, cette résolution est sur les mouvements anti-genre, mais on en a un peu parlé, les comportements discriminatoires, ils peuvent agir à différents endroits. Et donc, voilà, les structures comme à compétences égales proposent, il me semble, un certain nombre de choses qui permettent aux recruteurs de se former en amont pour éviter, voilà. Mais
il n'y a pas que le recrutement, il y a aussi le management, il y a aussi la vie dans l'entreprise et les évolutions professionnelles et voilà, tous ces sujets-là. Moi, je pense que plus les processus sont transparents et plus ils ont été construits avec les personnes qui les mettent en place, en se posant la question de la discrimination et en la comprenant, euh, plus elle sera vertueuse. Mais c'est un jeu d'aller-retour en permanence, hein. Même moi, hein, qui suis aujourd'hui voilà, directrice d'une équipe de 10 personnes, sur l'égalité femmes-hommes, je peux toujours progresser, mais il y a aussi la question de l'âge, il y a aussi des enjeux liés à la maternité, enfin voilà, on est tous pétris de représentations et de stéréotypes. C'est comment les identifier pour pouvoir agir en conséquence. Et donc les prendre tous en compte, en fait, pour pouvoir agir efficacement, entre autres aussi sur les mouvements anti-genre, enfin, ou sur les Ouais. tentations anti-genre. Oui, Ce serait ça la proposition, en fait. tout à fait. Et identifier aussi, connaître un certain nombre de structures, mais pour ça, il faudrait aussi que les chercheurs et les chercheuses fassent du listing. Mais par exemple, en France, il y a une fondation privée qui s'appelle Stella Domini, qui finance, qui fait clairement partie du mouvement anti-genre, qui est issu du groupe RH, Domino RH, qui a 180 agences d'intérim en France. Bon, bah ça, on ne sait pas forcément. Quand on va acheter une Smartbox, on ne sait pas Ouais. forcément que c'est Pierre-Édouard Sterrin. Enfin voilà, il y a un enjeu aussi de connaître et de savoir. Moi, je fais pas partie du courant politique qui mettrait la responsabilité que sur les consommateurs, entre guillemets, mais il y a quand même un enjeu d'information sur à quoi on participe quand on passe par ce type de structure et arriver à bien les identifier. Et donc ça, ce Et serait le rôle de chercheurs ou du monde académique ou des journalistes aussi, hein, parfois, qui sont aussi lanceurs Tout à d'alerte. fait. Donc il faut suivre. Des entreprises d'essayer aussi de s'informer, notamment quand elles vont voir des cabinets de recrutement, hein. Enfin, je veux dire, ça peut être simple, hein, de plus passer par Domino RH. Toujours est-il que, est-ce qu'on l'assume, comment on le dit, pourquoi? Tous les salariés Domino RH, bien évidemment, ne sont pas d'horribles personnes. Enfin voilà, c'est complexe, hein. Mais il faut savoir que voilà, ça amène de la manne financière à Stella Domini, qui par ailleurs est dirigée par trois personnes, le fondateur de Domino RH, son frère et un philosophe, et qui répartit les millions d'euros. Voilà. Donc bon, c'est aussi ça la construction financière qu'il faut remettre en question. Nous, on pose la question de manière assez subtile, parce qu'on ne pouvait pas la faire voter dans la résolution aussi de la récupération sur les fondations, hein. Comment est-ce que finalement on peut avoir du retour d'impôt sur des projets qui sont ouvertement hostiles à une législation déjà existante en France? C'est quand même absurde. Il y a quand Mhm. même quelque sûr. chose à aller travailler aussi. Mais on en a parlé, hein, notamment avec le Centre français des fonds et des fondations, mais il y a des choses dans la législation et la taxation à aussi aller questionner, à mon sens. Mhm. Mais bon, dès que vous vous attaquez à la fiscalité, faut avoir une autre année devant soi. Isabelle, je me Mais permets d'intervenir, excuse-moi, parce que tu le connais très bien ce sujet aussi, mais dans tous les cas, la directive européenne là, qui va bientôt être mise en place sur la transparence salariale, pour le coup, elle œuvre à plus de, enfin, ce que vous recommandez justement, donc, et qu'à compétence égale, moi, c'est Isabelle qui a aussi travaillé sur le sujet, on a des clés hein, d'accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet pour la mettre en place, hein, parce que ça va être important. Alors, je crois que la date effective a 2027. été voilà, Ce décalée à sera, enfin, 2027. le dernier report, ce serait avant les élections 2027. Donc ça laisse planer aussi pas mal de questions sur la mise en œuvre, etc. Mais bon, c'est relancé, là, ça a été repoussé encore. Mais Voilà. ce que j'entends en fait dans ce que vous dites sur par exemple ce cabinet de recrutement que je ne connaissais pas du tout, j'en avais jamais entendu parler, c'est qu'en fait il faut toujours douter en fait des informations qu'on reçoit quand on fait des choix, il faut toujours se poser la question de savoir qu'est-ce qui se cache derrière la structure ou En tout cas, quand on est face à des structures qui sont assez massives, ça peut être intéressant d'essayer d'aller chercher l'information.
Mhm. Mais bon, on peut pas tout le temps le faire. Enfin, à un Ouais, moment, justement, ouais. voilà. Mais il me semble que sur un certain, enfin, vous voyez, quand on choisit un partenaire pour monter un projet, on essaie quand même de savoir le partenaire un peu ce qui véhicule comme valeur. Mhm. Et donc, Domino RH, c'est pas difficile, hein. Après, faut savoir aussi lire entre les lignes, c'est-à-dire que quand vous allez sur Stella Domini, vous voyez, voilà, le fait que c'est une fondation qui a des valeurs chrétiennes, très bien. Il y a un certain nombre de valeurs chrétiennes auxquelles j'adhère totalement. Mhm. Sauf que la deuxième ligne, c'est la défense de la vie. Bon, voilà, moi je sais très bien ce que ça veut dire. Quand il y a une ligne Ouais. qui est marquée, nous employons nos fonds à défendre la vie. Oui, mais en fait, c'est anti-IVG. Mhm. Sachant que le délit d'entrave à l'IVG, c'est puni par la loi. Donc on est aussi protégé par un cadre juridique. Mais tout ça est fait quand même de manière assez, voilà, assez subtile. Ça peut être difficile aussi pour voilà, pour des chefs d'entreprise de naviguer là-dedans. Je pense que le plus simple, c'est aussi de pouvoir en discuter avec d'autres ou se référer à des textes comme celui du CESE, où on a quand même un certain nombre d'acteurs qui sont cités. Voilà, et par ailleurs, ce qui est un peu complexe aussi parfois, c'est que les fonds de dotation, les fondations d'entreprise, elles ne financent pas que des projets anti-genre. C'est-à-dire que quand vous voyez ce que finance Stella Domini, il y a des projets et des associations que moi je connais qui par ailleurs sont des associations très respectables. Donc il y a aussi un enjeu pour les acteurs associatifs de comprendre d'où viennent leurs fonds, alors même qu'ils sont aussi soumis à des restrictions budgétaires. Enfin, vous voyez, il y a voilà, toute une complexité quand même qu'il faut citer, parce que c'est pas si simple, c'est pas les bons et les mauvais, quoi, hein. C'est comment naviguer un peu avec toutes ces informations et choisir effectivement à quoi on participe quand on crée du partenariat.